Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Freyr. Celui-ci annonce qu'ils rompent leurs fiançailles, car il est persuadé qu'Élisabeth a poussé sa bien-aimée, Sylvie, dans les escaliers. Autrement dit, il souhaite prendre le parti de Sylvie. Élisabeth ne comprend absolument pas de quoi il parle, puisqu'elle n'a jamais commis un tel acte. Mais Freyr est bien trop égocentrique pour prêter la moindre attention à ses explications. En plus de rompre leurs fiançailles, il la condamne également à être enfermée dans les cachots. À ce stade, Élisabeth était fiancée à Freyr depuis de nombreuses années. Elle s'était entièrement investie dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle avait même fini par assumer de nombreuses tâches qui auraient dû incomber au prince, sans jamais remettre cela en question. Sa femme de chambre ne cessait de lui rappeler de ne pas veiller trop tard, car cela nuisait à sa santé. Mais Élisabeth répondait qu'il ne lui restait qu'un dernier rapport à terminer, puisque le prince était trop occupé par une réunion pour le rédiger lui-même. Pourtant, cette prétendue réunion ressemblait bien davantage à une fête qu'à une véritable obligation. En réalité, le prince avait simplement confié tout son travail à Élisabeth afin de pouvoir aller s'amuser. À cette époque, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal. Elle disait à sa femme de chambre que cette situation ne la dérangeait pas, car elle accomplissait son travail bien plus rapidement lorsque le prince n'était pas présent. De plus, elle ne faisait pas tout cela uniquement pour Freyr, mais surtout pour le bien des sujets du royaume, car elle ne voulait pas qu'ils souffrent à cause d'affaires laissées sans surveillance. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise appelée Funnel Corporation, qui connaît d'ailleurs un grand succès ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de développer davantage l'entreprise afin de pouvoir recruter encore plus d'employés. À l'origine, Élisabeth avait créé cette entreprise afin de rendre à la communauté ce qu'elle lui avait apporté et de financer diverses œuvres de bienfaisance destinées à aider les plus démunis. Grâce à toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue extrêmement populaire auprès des habitants de la ville, qui disent tous qu'ils aimeraient pouvoir la remercier personnellement pour toute l'aide qu'elle leur apporte. Cependant, Élisabeth a toujours été trop timide pour accepter des compliments en face à face. C'est pourquoi elle n'a jamais révélé qu'elle était la fondatrice de Funnel Corporation. Par conséquent, personne ne la reconnaît lorsqu'elle se promène en ville. Mais cette situation lui convient parfaitement, car son seul objectif est de rendre les gens heureux. Elle se soucie peu de recevoir des éloges ou d'être reconnue pour ses actions. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était de nouveau occupée à traiter une énorme pile de documents, le prince finit enfin par sortir de son lit et entra dans son bureau. Il lui annonce que le groupe Gay Code, celui qui l'avait invité à cette fameuse fête quelques jours plus tôt, demande l'autorisation d'accéder au trésor royal afin de développer ses activités. Il souhaite donc qu'Élisabeth prépare les documents nécessaires à cette approbation. Cependant, Élisabeth lui répond immédiatement qu'elle ne validera jamais une telle demande. Elle s'est renseignée sur la Gay Code Corporation et a découvert que l'entreprise falsifiait régulièrement ses comptes en détournant une partie de ses bénéfices. Si on lui accordait l'accès au trésor royal, elle ne doute pas un seul instant qu'elle ferait exactement la même chose avec les fonds du royaume. Le prince s'agace en entendant cela, car il cherche à impressionner ses nouveaux amis. Si Élisabeth rejette leur demande, cela risque de lui faire perdre toute crédibilité à leurs yeux. Il lui ordonne simplement d'obéir, sous prétexte qu'elle n'est que sa fiancée. Mais Élisabeth refuse de céder. Elle sait que les règles sont de son côté, et approuver une telle requête porterait atteinte à la réputation de toute la famille royale. Il n'y a donc rien que Freyr puisse dire pour la faire changer d'avis. Fou de colère, le prince quitte brusquement la pièce. Une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention de Robert, le chevalier de Freyr, et lui demande de bien vouloir garder un œil sur le prince afin qu'il ne soit pas manipulé par des personnes mal intentionnées. Robert comprend parfaitement ce qu'elle veut dire et répond que le prince était probablement simplement trop fatigué par son voyage de retour pour... Élisabeth espère sincèrement que c'est bien le cas, car une idée aussi insensée que d'accorder à un groupe de fonctionnaires corrompus un accès direct au trésor royal pourrait facilement entraîner le déclin du royaume. Et Élisabeth veut empêcher une telle catastrophe à tout prix, car lorsqu'un royaume décline, ce sont toujours les gens ordinaires qui en souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir. Maintenant qu'elle a enfin terminé son travail de la journée, elle peut profiter d'une pause bien méritée.
Elle demande donc à Michel de faire préparer sa calèche, car elle compte profiter de chaque minute de son temps libre. Mais avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans son bureau à sa recherche. Il est venu informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée au sujet de la récente recrudescence de l'activité des monstres et que le roi devra impérativement y assister. En tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra lui aussi prendre part à cette réunion. Élisabeth lui demande quand elle aura lieu, et il lui répond qu'elle est prévue pour la semaine suivante. Cette nouvelle est très préoccupante, car la semaine prochaine devait également avoir lieu la fête anniversaire du royaume. Élisabeth affirme qu'ils vont devoir annuler la célébration, mais son père lui explique que c'est impossible, puisque les invités venant de contrées lointaines sont probablement déjà en route. La fête aura donc lieu comme prévu. Élisabeth ne voit pas comment cela pourrait être possible alors que le roi et le chancelier seront tous deux absents. Son père lui révèle alors que le roi lui a personnellement confié l'organisation complète de la cérémonie. En entendant cela, Élisabeth est totalement stupéfaite et tente d'abord de refuser cette responsabilité. Cependant, son père lui explique que le roi est convaincu que tout se passera parfaitement bien tant qu'elle sera aux commandes. Il ajoute qu'il n'existe personne en qui le roi ait autant confiance qu'en elle. Il lui demande donc d'accepter cette mission. Présentée de cette manière, Élisabeth comprend qu'elle n'a pratiquement pas le choix. Elle est un peu déçue de ne pas pouvoir profiter de son jour de repos, mais elle n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, car une immense quantité de travail l'attend si elle veut faire de la fête anniversaire du royaume un véritable succès. Alors qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle doit organiser, Michel regarde par la fenêtre et aperçoit le prince en train de flirter ouvertement avec Sylvia. Elle est scandalisée de voir à quel point Friard trompe Élisabeth sans la moindre gêne. Cependant, Élisabeth n'y prête pas vraiment attention, car il est assez courant qu'un prince ait plusieurs épouses ou concubines. De plus, elle n'éprouve aucune animosité envers Sylvia. Son seul reproche est que Sylvia n'a été adoptée que récemment par une famille noble et n'a pas encore appris les règles de bienséance nécessaires pour interagir avec la famille royale. Malgré cela, Élisabeth ne pense pas que cela puisse poser le moindre problème. Élisabeth invite ensuite Sylvia à prendre le thé dans sa chambre. Au cours de leur entretien, elle la met poliment en garde. Si elle souhaite entretenir une relation avec le prince, elle doit comprendre que son comportement peut affecter non seulement sa propre réputation, mais aussi celle du prince, et même celle du royaume tout entier. Élisabeth attire ensuite l'attention sur la blessure que Sylvia porte actuellement à la jambe. Si elle en parle, c'est parce qu'elle a appris que Sylvia s'était blessée lors d'une sortie avec un certain noble qui n'était pas le prince. Élisabeth est une femme distinguée. Elle ne compte donc pas accuser ouvertement Sylvia d'entretenir plusieurs relations à la fois. Après tout, le prince agit pratiquement de la même manière avec elle. Leur relation compliquée ne l'intéresse pas vraiment. En revanche, elle se soucie de l'image du royaume. Elle demande donc à Sylvia de cesser de tromper le prince à l'avenir. Sylvia garde la tête baissée et présente ses excuses. Cependant, en quittant la chambre d'Élisabeth, son visage laisse clairement transparaître sa colère d'avoir été démasqué. À cet instant précis, le prince passe justement dans le couloir. Sylvia a alors une idée pour se venger d'Élisabeth et décide de jouer la victime devant lui. Elle se met à pleurer, fait semblant de tomber devant le prince et, lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, elle lui montre la blessure à la cheville en affirmant qu'Élisabeth est responsable de cet acte. C'est ainsi que l'on revient à la scène actuelle. Élisabeth tente d'expliquer qu'elle n'a absolument aucune idée de ce dont le prince parle. Elle ajoute qu'il ne devrait pas provoquer un tel scandale alors que des invités venus de nombreux royaumes assistent aujourd'hui au banquet. Mais le prince n'en a cure et ordonne qu'Élisabeth soit jetée au cachot pour avoir prétendument tenté d'assassiner la femme qu'il aime. Élisabeth ne comprend toujours pas ce qui est en train de se passer et les gardes non plus. Cependant, Robert étant le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas un instant à maîtriser Élisabeth. Alors qu'elle est forcée de s'agenouiller au sol, Élisabeth aperçoit le sourire sournois de Sylvia et comprend immédiatement que celle-ci l'a délibérément piégée. Presque tout le monde comprend que cette accusation est totalement absurde. Cependant, comme le roi et le père d'Élisabeth sont absents, le prince détient actuellement la plus haute autorité royale présente au château. Aucun garde ne peut donc se permettre de désobéir à ses ordres. Élisabeth accepte donc, sans opposer de résistance, d'être conduite au cachot pour le moment. Plus tard, la nouvelle finit par parvenir jusqu'au roi,
et le père d'Élisabeth apprend à son tour ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence. Le roi est absolument stupéfait par la stupidité de son fils. Il n'aurait jamais imaginé que celui-ci ferait emprisonner Élisabeth, la femme la plus compétente du royaume, pour une accusation sans fondement. Il souhaite rentrer immédiatement afin de la libérer et de sévèrement réprimander le prince. Mais c'est à ce moment-là que l'on découvre que le père d'Élisabeth ne se soucie pratiquement pas d'elle. Alors qu'il vient tout juste d'apprendre qu'elle a été injustement emprisonnée, la première chose qu'il fait est de convaincre le roi qu'il est inutile de rentrer, car il ne veut pas perdre de temps à cause d'Élisabeth. En d'autres termes, il l'abandonne complètement à son sort et la laisse gérer seule cette situation. Le roi accepte finalement cet avis, pensant que le père d'Élisabeth est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour sa propre fille. De retour au royaume, un mois s'écoule, tandis qu'Élisabeth demeure enfermée dans les cachots. Au début, elle espérait enfin pouvoir profiter d'un peu de repos après toutes ces années de travail incessant. Mais même après l'avoir fait emprisonner, le prince parvient malgré tout à lui faire accomplir toutes ses tâches administratives depuis sa cellule. Quelque temps plus tard, Michel vient rendre visite à Élisabeth en utilisant un sort de dissimulation magique. Afin que personne ne remarque leur rencontre, Élisabeth utilise un sort d'hypnose pour endormir le garde chargé de la surveiller. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est persuadée que le roi et son père ont désormais été informés de toute cette affaire. Elle s'attendait à ce qu'ils reviennent immédiatement pour rétablir la vérité. Mais Michel lui révèle que son propre père a, au contraire, soutenu la décision de la laisser résoudre cette situation par elle-même. Cette révélation touche profondément Élisabeth, car son père a toujours eu l'habitude de lui laisser les tâches les plus ingrates dont il ne voulait pas s'occuper. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Michel lui annonce également que le prince a commencé à s'en prendre à son entreprise. Il prétend que Funnel Corporation était dirigée par une traîtresse et souhaite désormais remplacer tous les dirigeants choisis par Élisabeth par ses propres favoris, totalement incompétents. Élisabeth comprend immédiatement à quel point la situation est grave. Selon elle, cet idiot va finir par détruire l'entreprise et plonger le royaume dans une situation catastrophique. Mais Michel ne comprend pas pourquoi Élisabeth continue encore à penser avant tout au bien du royaume, alors que celui-ci ne l'a toujours considéré que comme un simple outil pratique, même après tout ce qu'elle a subi. Élisabeth reconnaît qu'il est révoltant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ainsi qu'au fait que son propre père ait refusé de venir à son secours. Malgré tout, elle affirme que les habitants du royaume n'y sont pour rien et qu'elle ne veut donc pas les faire souffrir. Cependant, Michel a encore une dernière nouvelle à lui annoncer. Elle informe Élisabeth que le prince et son entourage répandent de fausses rumeurs, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia afin de s'emparer du royaume. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais été présentée, la population a commencé à croire ces accusations et à salir la réputation d'Élisabeth, malgré tout le bien qu'elle avait accompli pour eux. Cette fois, c'en est trop. Pour la première fois de sa vie, Élisabeth laisse échapper un juron et décide qu'elle ne se sacrifiera pas une seconde de plus pour ce royaume. Elle frappe alors violemment le mur pour évacuer sa frustration, puis remercie Michel de lui avoir ouvert les yeux, car elle réalise enfin à quel point elle a été naïve. Grâce à la puissance de sa magie, elle aurait pu s'évader de cette prison à n'importe quel moment. Elle annonce donc à Michel qu'il est enfin temps de quitter ce maudit royaume. Dans ce monde, tous les êtres vivants possèdent du mana. Une poignée d'entre eux sont capables de contrôler cette énergie afin d'invoquer des objets appelés artefacts divins. Ces artefacts peuvent prendre n'importe quelle forme, qu'il s'agisse d'une épée, d'une lance ou de tout autre objet. Dans le cas d'Élisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de 7 grimoires. L'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer puis de reproduire n'importe quel type de magie. Lorsque vient le moment de partir, elle crée un clone de glace à son image afin que son évasion ne soit pas découverte immédiatement. Elle se rend ensuite au domaine du vicomte Lucas, situé dans l'empire voisin. Lucas se remémore ce qui s'est passé lors du banquet et demeure encore profondément choqué par la stupidité du prince. Selon lui, même un parfait imbécile aurait dû comprendre qu'Élisabeth était la principale responsable de la plupart des réussites du royaume au cours des dernières années. Il regrette sincèrement de ne pas avoir une personne aussi compétente à ses côtés. Et comme si le destin avait entendu ses pensées, Élisabeth se présente soudainement devant lui. Surpris de la voir, Lucas lui demande ce qu'elle fait ici. Élisabeth lui explique qu'elle en a assez d'être exploitée par le royaume
et qu'elle souhaite obtenir l'asile au sein de l'Empire. Lucas comprend immédiatement qu'une telle occasion ne se présente qu'une fois dans une vie. Il accepte donc de l'accueillir dans l'Empire, mais lui demande quels sont ses projets. Élisabeth lui répond qu'elle compte. Élisabeth n'avait absolument pas l'intention d'affronter le royaume de front. Puisque l'Empire et le royaume étaient des ennemis potentiels, elle comptait bien tirer profit de l'Empire, mais elle n'avait aucune intention de le traiter comme un simple outil. Elle détruirait le royaume tout en faisant profiter l'Empire des résultats obtenus. Ce serait une relation fondée sur le donnant-donnant. Grâce à l'emblème du vicomte Lucas, la voiture put franchir les portes sans que personne ne sache qu'Élisabeth se trouvait à l'intérieur. Lucas prévoyait de la conduire dans son domaine, situé à la frontière du royaume. Ensuite, il comptait la garder sous surveillance pendant quelque temps. Élisabeth le félicita pour sa réactivité. S'il avait attendu plus longtemps, même Lucas aurait eu du mal à quitter le royaume. Il lui demanda si cela avait un rapport avec son artefact divin en montrant son grimoire. Elle lui expliqua que celui-ci possédait la capacité d'enregistrer tous les livres qu'elle touchait, ainsi que toutes les informations qu'elle voyait ou entendait. Sachant qu'elle était profondément impliquée dans la politique du royaume, Lucas lui demanda si elle possédait des secrets militaires ou des documents historiques. Élisabeth se doutait que sa disparition avait plongé le château dans le chaos et n'avait aucun problème à partager ces informations avec Lucas. Après tout, elle était désormais une réfugiée. En réalité, il n'existe pas de grimoire de la sagesse. Le véritable artefact divin d'Élisabeth est constitué des 7 grimoires. Elle leur avait menti en ne révélant qu'une partie des pouvoirs de l'un d'eux, le grimoire Lucifer, et son père ainsi que le roi l'avaient cru. Elle promit de récompenser Lucas pour sa gentillesse par une immense fortune, si importante que la récompense qu'il aurait obtenue en la livrant aux autorités paraîtrait dérisoire en comparaison. Dans le comté de Vai, à Lebrick, Élisabeth annonça à Lucas qu'elle souhaitait y créer une entreprise et lui demanda également 100 pièces d'or pour démarrer. Elle lui présenta un contrat magique stipulant qu'elle lui rembourserait le double de la somme empruntée dans un délai d'1 an. Si elle échouait, elle serait vendue comme esclave et Lucas obtiendrait tous les droits de propriété sur elle. À première vue, cela semblait complètement insensé, mais Élisabeth était persuadée que, dans 1 an, Lucas verrait une véritable montagne de pièces d'or posée sur sa table. Le bâtiment qu'elle choisit pour lancer son entreprise paraissait complètement délabré. Même Mireille ne put s'empêcher de s'en inquiéter. Mireille estimait que cette demeure n'était pas digne de sa maîtresse. Lorsque Élisabeth lui demanda d'abandonner les formalités, Mireille essaya d'ouvrir la porte, mais celle-ci tomba immédiatement de ses gonds. Elles allaient devoir commencer par tout nettoyer, car cet endroit deviendrait désormais leur forteresse. Quelques jours plus tard, les lieux étaient enfin prêts, et Élisabeth baptisa son entreprise Traitor Commercial Firm. Mireille revint ensuite de la ville et lui annonça qu'elle avait réussi à identifier la quasi-totalité des nobles les plus influents. Comme elle ne disposait ni du matériel ni de la main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer des cosmétiques destinés à la noblesse, Élisabeth décida de commencer par vendre du savon. Après l'avoir examiné, Mireille constata que ce savon était d'une qualité supérieure à celui utilisé dans l'Empire. Bien entendu, ce n'était qu'une première étape pour développer leur entreprise. Élisabeth demanda ensuite à sa servante de l'aider à contacter plusieurs personnes. En entrant dans l'église de Libris, elle expliqua au prêtre qu'elle souhaitait adresser une prière pour le succès de sa nouvelle entreprise. À cet instant, 2 petits garçons arrivèrent en courant et annoncèrent au prêtre qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils repartirent aussitôt afin qu'il puisse reprendre sa conversation avec Élisabeth. Le prêtre dirigeait un orphelinat situé dans le bâtiment voisin. Cependant, il lui était devenu très difficile d'en assurer le fonctionnement. Il pensait que les enfants s'en étaient rendus compte, raison pour laquelle ils avaient commencé à arracher les mauvaises herbes en ville et dans les casernes afin d'apporter leur propre contribution. Il se disait honteux de ne pas pouvoir faire davantage, mais Élisabeth le rassura en lui expliquant que les enfants appréciaient sincèrement tous les efforts qu'il faisait pour eux. Elle lui remit ensuite plusieurs pièces d'or. En tant que commerçante, elle considérait les futurs clients comme sa ressource la plus précieuse, et ses enfants deviendraient un jour ses clients. Soutenir le clergé qui les élevait était donc tout simplement dans l'intérêt de son entreprise. Le soir même, Mireille revint avec son rapport. Elle avait réussi à distribuer des échantillons de savon aux servantes travaillant dans les demeures des nobles. Le lancement des ventes étant prévu pour le lendemain,
Elizabeth décida de limiter volontairement les quantités vendues et de sélectionner soigneusement ses clients. Le savon serait vendu à un prix légèrement supérieur à celui de la concurrence. Son principal objectif était de faire de Traitor une marque reconnue et de renforcer ses relations avec les familles les plus puissantes. C'était le début de leur vengeance. Après 3 mois de vente de savon, les affaires prospéraient régulièrement. Les commandes de leurs toniques, de leurs lotions pour la peau et de leurs shampoings augmentaient sans cesse. Chaque nouveau client faisait l'objet d'une vérification approfondie et, si aucun problème n'était détecté, Elizabeth remit ensuite de l'argent à Mireille afin qu'elle le fasse don, comme à son habitude, aux prêtres de Libras ainsi qu'à d'autres œuvres de bienfaisance. Après cela, elles sortirent manger ensemble. Au cours du repas, Elizabeth demanda à Mireille de continuer à surveiller leurs concurrents et de veiller à ce que la formule du savon ne soit jamais divulguée. C'était actuellement l'atout le plus précieux de leur entreprise, et la formule était soigneusement conservée dans le coffre-fort de la société. Au même moment, un homme assis derrière elle écoutait discrètement leur conversation. Le directeur de l'une de leurs entreprises concurrentes était au bord de la crise de nerfs, car Traitor Commercial Firm lui faisait perdre de plus en plus de clients chaque mois. Même si cette société était encore de petite taille, il savait qu'elle sélectionnait soigneusement sa clientèle. À cause de cela, son entreprise se retrouvait avec tous les clients les plus difficiles, qui ne cessaient de réclamer du savon Traitor. Elizabeth avait volontairement constitué une clientèle composée de personnalités influentes de la haute société, dont les recommandations avaient un poids considérable. S'attaquer à Traitor Commercial Firm risquait donc de se mettre à dos les familles les plus puissantes. L'homme qui les avait espionnés plus tôt, Grants, entra dans le bureau du directeur et lui annonça qu'il détenait des informations importantes sur Traitor. Lorsqu'il apprit où était conservée la formule du savon, le directeur esquissa un sourire. Il venait de trouver une occasion idéale. Il pourrait prétendre avoir obtenu le savon Traitor par un réseau parallèle. Il pourrait même le revendre plusieurs fois plus cher que son prix officiel. Le directeur récompensa Grants pour ses renseignements et lui demanda ensuite de prendre un congé. Quelques jours plus tard, Mireille reçut un rapport régulier en provenance de la capitale du royaume. D'après celui-ci, Sylvia s'était officiellement fiancée à Free. Quant à Elizabeth, elle était désormais recherchée. Elle comprit immédiatement que tout cela était l'œuvre de son père. Il avait même pris l'initiative d'aggraver les accusations portées contre elle. Cela ne l'étonnait absolument pas. Pour le duc Liston, le royaume et la famille royale passaient avant tout. Tant que sa fille demeurait en fuite, il considérait qu'il s'agissait d'un faible prix à payer pour préserver l'honneur du prince héritier. Même si la colère bouillonnait en elle, Elizabeth savait qu'elle ne devait pas se laisser distraire. Sa vengeance contre le royaume avait déjà commencé. Le moment venu, elle les consumerait de sa rage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux, pas même leurs cendres. Soudain, Art Hildegardi, membre du département juridique de la Guilde des marchands, fit irruption dans les locaux avec ses collègues. Chargée d'enquêter sur les crimes commis par les entreprises affiliées à la Guilde, elle était venue arrêter Elizabeth. Selon plusieurs accusations, son entreprise vendait un savon contenant des substances toxiques. Art expliqua que plusieurs consommateurs avaient signalé de graves plaies et brûlures après avoir utilisé ce savon. Au siège de la Guilde, Elizabeth présenta un rapport démontrant que son savon ne contenait aucune substance toxique ni dangereuse. De plus, son entreprise n'avait jamais vendu de savon aux prétendues victimes et n'avait reçu aucune plainte de ce genre. En examinant le savon incriminé, Elizabeth constata qu'il ressemblait effectivement au sien par sa couleur et son apparence, mais que sa fabrication était grossière. Elle soupçonna immédiatement que quelqu'un avait volé leur formule avant d'essayer de la reproduire. La formule du savon de Traitor Commercial Firm était la ressource la plus précieuse de l'entreprise, mais la recette avait été divisée en 2 parties. L'une était conservée dans le coffre-fort de la société, tandis que l'autre ne quittait jamais Elizabeth. En utilisant uniquement la partie conservée dans le coffre, il était inévitable d'obtenir un produit toxique. Elizabeth demanda alors à Art d'interroger les victimes afin de découvrir où elles s'étaient procuré ce savon. Comprenant que Traitor Commercial Firm était en réalité la victime de cette affaire, Art lui présenta ses excuses pour les désagréments causés. Peu après, elle alla confronter le directeur Gazaru Jackman au sujet de la vente de savons toxiques ainsi que du cambriolage des locaux de Traitor. De retour au siège de la Guilde,
Élisabeth exigea de Gazaru une indemnisation pour les dommages causés à la réputation de son entreprise. Gazaru reconnut les faits, mais refusa catégoriquement de l'indemniser, affirmant que la guilde ne disposait d'aucun pouvoir pour l'y contraindre. Selon lui, son seul recours consistait à faire intervenir un juge de l'église de Libra, mais il doutait qu'un représentant de l'église accepte de prendre au sérieux la plainte d'une simple fillette. À sa grande surprise, le père Louis, de l'église de Libra, était déjà présent. Au nom de Dieu, il ordonna alors à Gazaru d'expier ses fautes envers Élisabeth. En guise de compensation, Élisabeth exigea la totalité des droits de gestion de la société Gazaru commerciale, tous les biens personnels de Gazaru, ainsi que l'ensemble des équipements, des matériaux et du personnel de son entreprise. Malheureusement pour le directeur Gazaru, sa fortune s'arrêtait là, car c'est ainsi que se termine cet épisode. Hart présenta ses excuses à Élisabeth pour tous les ennuis qu'il lui avait causés. Elle lui révéla ensuite que c'était Grant Carlton qui avait poussé Gazaru à voler la formule du savon. Il était le comptable de Gazaru commercial, mais la guilde ne disposait d'aucune preuve permettant de le confronter. Comme Trader avait absorbé Gazaru commercial, Grant était désormais devenu l'un des employés d'Élisabeth. Elle décida donc de régler cette affaire elle-même. Élisabeth finit par rencontrer Grant et lui remit une bourse remplie d'argent, le félicitant pour son excellent travail. Elle ajouta qu'il allait désormais intégrer l'équipe dirigeante de Trader. Elle comptait également informer la guilde qu'elle avait choisi de ne pas poursuivre l'affaire, estimant que Grant regrettait sincèrement ses actes. Apparemment, Grant faisait partie des personnes qu'Élisabeth avait demandé à Mireille d'approcher. Grâce à leurs recherches, ils savaient déjà que Gazaru se livrait à des activités frauduleuses. Pour rendre ces crimes incontestables, ils avaient besoin de quelqu'un qui le pousse à voler la formule du savon. Après cela, Élisabeth accompagna Grant jusqu'à son domicile. Elle fit la connaissance de son épouse. Elle avait appris que Grant travaillait sans relâche pour le bien de leur fille, Lunoa. Lunoa avait été renversée par une calèche, ce qui l'avait laissée dans un état critique. Malgré les potions de guérison qui lui avaient été administrées, les médecins leur avaient annoncé qu'elle ne pourrait pas guérir. Élisabeth les rassura cependant, en affirmant que la magie de guérison suffirait à la sauver. En sortant son grimoire, elle expliqua qu'il s'agissait d'un objet magique capable d'amplifier les sorts. C'était évidemment un mensonge, car elle ne pouvait pas leur révéler l'existence de son artefact divin. Son grimoire de Belzébub avait enregistré une puissante magie de guérison, provenant de l'archevêque du royaume. Grâce à cela, même Élisabeth pouvait utiliser une magie de guérison extrêmement puissante. Sous l'effet de son sort, Lunoa ouvrit enfin les yeux et retrouva complètement la santé. Une fois la jeune fille guérie, Élisabeth leur demanda de garder cette histoire secrète. Entre-temps, elle avait également réglé les autres affaires. Trader avait déjà établi un réseau de distribution avec une grande entreprise et gagné la confiance d'une importante clientèle. Un mois plus tard, Lucas avait du mal à croire la somme d'argent qu'Élisabeth avait réussi à accumuler. Comme elle l'avait promis, elle lui rapportait d'immenses bénéfices. Il lui annonça alors qu'elle était désormais libre de mener ses activités où elle le souhaitait, aussi bien dans la capitale que dans tout l'Empire. Après avoir appris qu'elle était recherchée dans le royaume, Lucas n'avait aucune raison de croire que celui-ci l'avait envoyée dans le cadre d'une stratégie secrète. De retour à son bureau, Élisabeth remit à Mireille les dons habituels destinés à l'église de Libra. Il était avantageux d'avoir l'église de Libra comme alliée. Tant qu'Élisabeth resterait innocente, l'église continuerait de la protéger. Lunoa entra ensuite dans le bureau, en apportant plusieurs documents en provenance de la capitale. Elle avait énormément progressé au cours de son apprentissage. Malgré cela, elle était déterminée à continuer à travailler aussi dur que possible. Il s'avéra que Lunoa possédait une compétence magique spécialisée, appelée analyse d'objets, particulièrement précieuse pour les marchands. Élisabeth décida de la garder comme apprentie et de lui enseigner la magie. Puisqu'ils s'apprêtaient à conquérir le marché de la capitale, ils allaient avoir besoin de leurs anciens collaborateurs. Élisabeth invoqua alors le grimoire de Belphégor, un grimoire qui enregistrait des contrats conclus avec des entités d'autres plans d'existence, comme les fées ou les habitants des enfers, en échange d'une compensation. Grâce à ces pactes, elle pouvait emprunter leur pouvoir. Elle récita son incantation.
J'implore les grandes fées, dont les ailes traversent les cieux lointains. Anges du dieu des vents et des voyages, conformément à notre contrat, je vous offre des pièces d'argent. » Elle invoqua alors plusieurs oiseaux qu'elle envoya porter quelques lettres. Ses subordonnés étaient extrêmement compétents dans leurs domaines respectifs. Elle était donc certaine qu'ils se réuniraient rapidement. Une fois tout le monde rassemblé, ils prendraient la direction de la capitale. Au cours des 6 mois qui suivirent, Tritra Commercial racheta de nombreuses entreprises et connut une croissance spectaculaire. Élisabeth estima alors que le moment était enfin venu de s'étendre jusqu'à la capitale. Pendant son absence, elle confia la direction de l'entreprise à Grants, qui assurerait les fonctions de directeur adjoint. Elle était convaincue qu'il était parfaitement capable d'assumer cette responsabilité. Steele reçut quant à lui la mission d'assister Grants en tant qu'assistant administratif. Quelques jours plus tard, Élisabeth prit la route en compagnie de Miraille et de Lunoa. Elle demanda à Miraille de rester vigilante. À cet instant précis, une flèche faillit transpercer Lunoa. Ces chemins isolés n'étaient pas régulièrement patrouillés par l'armée locale. C'est ainsi qu'elles tombèrent sur une bande de brigands. Élisabeth demanda à Miraille de protéger Lunoa pendant qu'elle s'occupait personnellement des bandits. Elle était certaine de pouvoir les vaincre, mais ceux-ci la sous-estimèrent. D'un simple mouvement du doigt, une lance de glace transperça l'un des brigands, le tuant sur le coup. Les autres l'encerclèrent aussitôt, afin de l'empêcher de lancer d'autres sorts. Cependant, Élisabeth dégaina son épée et les découpa en morceaux en quelques secondes seulement. Lorsqu'il ne resta plus que leur chef, celui-ci la supplia de lui laisser la vie sauve. Il expliqua qu'il n'était à l'origine qu'un simple fermier et qu'il ne parvenait plus à gagner sa vie après avoir payé ses impôts. Élisabeth ne se laissa pas attendrir par ses excuses et l'envoya rejoindre les morts. En tant que marchande, elle n'avait aucune pitié pour les brigands. Elle expliqua à Lunoa que les brigands étaient semblables aux orques et aux gobelins. Ils s'emparaient par la force de l'argent que les marchands gagnaient au prix de leurs efforts. Ils violaient les femmes et allèrent parfois jusqu'à ôter des vies. Leur accorder de la compassion signifiait qu'ils finiraient tôt ou tard par tuer d'autres innocents. C'est pourquoi la règle de fer était de tuer les brigands à vue. Élisabeth conseilla à Lunoa de toujours s'en souvenir. Alors qu'elles poursuivaient leur voyage, Mireille aperçut une voyageuse faisant de l'autostop un peu plus loin sur la route. Élisabeth lui demanda de s'arrêter, estimant qu'elle ne pouvait pas abandonner une religieuse sur le bord du chemin. Elles la firent de monter dans leur véhicule, et la jeune femme se présenta sous le nom de Tida. Elle se décrivait comme une nonne itinérante. Les nonnes itinérantes parcoururent le pays dans le cadre de leur formation, se rendant dans les villages reculés afin d'offrir gratuitement des soins grâce à la magie de guérison. Elles étaient particulièrement appréciées dans les régions isolées qui ne disposaient ni de médecins ni d'apothicaires. Au bout d'un moment, Tida s'endormit pendant le voyage. Lunoa demanda alors à Élisabeth comment elle avait su que des brigands apparaîtraient sur cette route. Élisabeth répondit que c'était à cause du mauvais état du chemin. Entretenir les routes faisait partie des responsabilités essentielles d'un seigneur. Lucas était un excellent dirigeant qui consacrait beaucoup d'efforts à leur entretien. En revanche, selon elle, le seigneur de cette région devait être un incapable. Des routes bien entretenues facilitèrent le transport des marchandises, ce qui stimulait naturellement l'économie. Les marchands et les aventuriers avaient tendance à se rassembler dans les territoires prospères. Grâce à cela, les recettes fiscales augmentaient et le domaine devenait encore plus florissant. À l'inverse, lorsque les routes étaient en mauvais état, le coût de la nourriture et des médicaments augmentait. Les habitants étaient alors contraints de limiter leurs dépenses pour pouvoir se les offrir, ce qui ralentissait l'économie. Les fermiers finissaient par devenir des brigands, et tout cela entretenait un véritable cercle vicieux. À cet instant, elles tombèrent sur un autre groupe de brigands. Cette fois, Tida proposa de combattre aux côtés d'Élisabeth. Même si cela l'ennuyait, Élisabeth estima qu'il valait mieux éviter de tuer des gens sous les yeux d'une femme d'église. En utilisant sa magie pour renforcer son propre corps, Élisabeth mit plusieurs brigands hors de combat. De son côté, Tida envoyait tout simplement les autres directement dans la tombe. Voilà qui était surprenant pour une femme censée être une sainte. Même son bâton était couvert de sang. Selon Tida, laisser des brigands en vie ne faisait qu'engendrer davantage de malheur. Elle décida donc d'achever le brigand qu'Élisabeth avait simplement assommé.
Alors qu'elle s'apprêtait à l'achever, le brigand reprit connaissance et la supplia de lui laisser la vie sauve. Il avait entendu dire que l'église de Leuris enseignait que tout être humain pouvait être racheté. Mais, selon Tida, même si les brigands étaient des êtres humains, ils ne méritaient pas la miséricorde du Seigneur. La dernière chose qu'il verrait serait donc Tida lui infligeant un jugement divin. Comme si cela ne suffisait pas, elle lui arracha une dent en or, expliquant qu'elle pourrait être revendue contre de l'argent. Pendant ce temps, un haut fonctionnaire s'adressa à Fried et lui demanda de reconsidérer son projet, consistant à distribuer des repas dans les quartiers pauvres. Fried pensait que ce serait un excellent moyen de gagner la gratitude des habitants. Cependant, distribuer des repas de manière aussi désordonnée finirait par vider complètement les caisses du royaume. Fried rétorqua qu'Élisabeth venait en aide aux pauvres chaque semaine. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle le faisait avec sa propre fortune. Élisabeth n'avait jamais utilisé le trésor du royaume à d'autres fins que celles approuvées par la couronne. En outre, elle avait trouvé du travail aux plus démunis, leur permettant ainsi de retrouver une vie stable. Irrité, Fried décida alors d'interrompre la distribution des repas et de laisser les pauvres mourir de faim. Évidemment, une telle situation ne se serait jamais produite si Élisabeth avait été présente. Pendant ce temps, Élisabeth se trouvait dans une taverne en compagnie de Tida, qui semblait avoir un sérieux penchant pour l'alcool. Tida ressemblait davantage à une ivrogne qu'à une religieuse. Elle affirmait que l'alcool était l'eau de la vie offerte aux hommes par Dieu. Puisque les brigands lui avaient rapporté beaucoup d'argent, elle déclara que le véritable péché serait de ne pas aller boire. Elle proposa de partager équitablement l'argent entre elles. Mais Élisabeth lui demanda de tout garder et de considérer cette somme comme un don. Tida se jeta alors au cou d'Élisabeth. En voyant sa maîtresse s'amuser et sourire davantage ces derniers temps, Mireille ne put s'empêcher d'en être heureuse. De son côté, Fried embrassait passionnément Sylvia, sans se douter qu'une jeune femme les observait en secret. « J'en ai assez de ces deux-là. J'ai hâte de voir Élisabeth prendre sa revanche. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite la semaine prochaine. En attendant, regardez cette prochaine vidéo. » À leur arrivée à la capitale, Ellie, Mireille et Lunoa se rendent directement dans une auberge, car elles ont besoin d'un endroit où séjourner le temps de s'installer dans la capitale. Lunoa est émerveillée par le luxe de l'établissement qu'elles ont choisi. Ellie lui explique qu'elle y séjourne également et que sa chambre se trouve juste à côté de la sienne. Cependant, Lunoa affirme qu'il n'est pas nécessaire de dépenser autant d'argent pour elle. Elle serait parfaitement satisfaite d'une auberge bien moins coûteuse, mais Ellie lui rappelle qu'elles doivent préserver leur image. Impossible de savoir qui pourrait les observer à tout moment. Puisqu'elles s'apprêtent à lancer leurs activités dans la capitale, elles ne veulent pas que l'on les méprise parce qu'elles auraient choisi une auberge bon marché. Lunoa répond qu'elle comprend. Quelques minutes plus tard, un homme nommé Arnold arrive et se dit ravi de revoir Ellie après une si longue absence. Ellie partage sa joie, tandis que Lunoa, qui ne connaît pas cet homme, paraît quelque peu déconcertée. Mireille lui explique alors qu'Arnold jouait autrefois un rôle essentiel dans la gestion des affaires d'Ellie au royaume. Arnold annonce qu'il a déjà trouvé plusieurs emplacements prometteurs pour la future entreprise, ainsi que la résidence d'Ellie, et qu'il a même organisé des visites dès le lendemain, si elle le souhaite. Ellie est surprise, car elle ne lui avait jamais annoncé la date de leur arrivée. Pourtant, c'est précisément cette efficacité qui lui fait tant apprécier Arnold. Elle le remercie pour son excellent travail et lui annonce qu'elle visitera les propriétés qu'il a sélectionnées dès le lendemain matin. Le lendemain, Ellie et Arnold se rendent donc sur les différents sites. Après avoir choisi un manoir, Arnold lui fait visiter un bâtiment qu'il juge idéal pour y installer un atelier, même si son prix dépasse légèrement le budget prévu. Ellie répond que cela ne la dérange pas de dépasser un peu son budget, car rien ne garantit qu'une occasion aussi intéressante se représentera plus tard. Elle informe alors les agents immobiliers qu'elle souhaite acheter le bâtiment. Pendant les démarches, Arnold suggère qu'il serait préférable de rénover l'atelier avant son ouverture, ce avec quoi Ellie est entièrement d'accord. Elle lui confie donc la responsabilité des travaux de rénovation de la future entreprise. Arnold lui promet également que son manoir sera prêt dans quelques jours. En attendant, Ellie, Mireille et Lunoa
devront continuer à séjourner à l'auberge. Après le départ d'Arnold, Mireille fait savoir à Ellie qu'elle souhaiterait recruter davantage de personnel. Ellie estime qu'il est un peu trop tôt pour recruter du personnel pour l'entreprise, puisqu'ils n'ont même pas encore ouvert leur boutique. Cependant, ce n'est pas de cela que Mireille voulait parler. En réalité, elle souhaitait engager une nouvelle femme de chambre pour Ellie, car une fois que l'entreprise commencera à se développer, il sera difficile pour Mireille de rester constamment à ses côtés. Ellie approuve cette idée et propose de recruter quelqu'un par l'intermédiaire de la Guilde des marchands. Cependant, Mireille ne pense pas qu'il soit prudent d'engager une parfaite inconnue. Ellie étant toujours une réfugiée du royaume, si la mauvaise personne venait à découvrir cette information, les conséquences pourraient être désastreuses. Afin de s'assurer que leur futur employé ne divulgue aucun de leurs secrets, Mireille suggère d'acheter un esclave pour servir d'assistant personnel à Ellie, les esclaves étant liés par des sceaux magiques qui les empêchent de désobéir aux ordres de leur maître. Il existe principalement deux catégories d'esclaves, ceux qui sont devenus esclaves à la suite d'un crime, et ceux qui le sont devenus parce qu'ils n'ont pas pu rembourser une dette. Ellie ne se soucie pas vraiment de leur origine et décide donc de se rendre au marché aux esclaves le lendemain. Cependant, elle ne trouve aucun candidat convenable dans le premier établissement qu'elle visite, car tous les esclaves y sont mal nourris et affaiblis à cause des mauvaises conditions dans lesquelles le marchand les maintient. Lunoa est particulièrement bouleversée par ce qu'elle vient de voir, et Ellie comprend parfaitement sa réaction. Elle lui explique qu'il n'est pas nécessaire qu'elle s'habitue un jour à une telle réalité, mais qu'elle doit accepter que le monde fonctionne ainsi et apprendre à y faire face. Elles décident alors de se rendre chez un autre marchand d'esclaves. À leur grande surprise, cet établissement paraît beaucoup plus accueillant que le précédent. Il y a même un esclave qui balaie l'entrée, et il semble, dans l'ensemble, plutôt heureux. Lorsqu'il aperçoit Ellie et ses compagnes, il leur souhaite la bienvenue à la société commerciale Cédric et leur demande ce qu'il peut faire pour elle. Mireille lui explique qu'elle souhaite acheter un esclave. Le jeune garçon comprend aussitôt leur demande et les invite à entrer. Ellie se souvient avoir déjà entendu le nom de Cédric, car son entreprise est surnommée « l'entreprise de l'éducateur ». Lunoa ne comprend pas de quoi elle parle. Ellie lui explique alors que le conseil de la guilde marchande impériale est une institution essentielle de l'Empire, puisqu'il participe à l'administration du pays et exerce une influence considérable. L'un des 7 membres de ce conseil est un marchand d'esclaves connu sous le surnom de l'éducateur, chargé de fournir des esclaves à la cour impériale. Le groupe est ensuite conduit auprès de Cédric. Alors que Mireille s'apprête à présenter Ellie, Cédric l'interrompt en disant que cela ne sera pas nécessaire, car il sait déjà tout à son sujet, ainsi qu'au sujet de son entreprise. Ellie est quelque peu surprise par cette déclaration et lui demande comment il la connaît. Cédric explique qu'il a entendu parler de son entreprise, dont la croissance rapide a attiré son attention, et qu'il a trouvé cela très impressionnant. Cependant, Ellie n'y croit pas vraiment. Elle ne voit aucune raison pour qu'un marchand aussi influent que lui s'intéresse à une petite entreprise comme la sienne. La seule explication logique est qu'il la connaît depuis l'époque où elle vivait dans l'Empire, et qu'il sait donc également qu'elle est une réfugiée. Ellie comprend qu'elle devra faire preuve d'une certaine prudence avec lui. Malgré cela, elle doit toujours acheter un esclave, et explique donc à Cédric le profil qu'elle recherche. Elle précise qu'elle souhaite simplement quelqu'un pour s'occuper de ses tâches quotidiennes. De préférence, une personne capable de supporter de fréquents déplacements entre différents domaines. Cédric répond qu'il a précisément la personne qu'il lui faut et demande que Misha soit conduite au salon de réception. Il invite ensuite Ellie et ses compagnes à le suivre afin de la rencontrer. En chemin, Ellie remarque une salle où 2 esclaves suivent un cours de mathématiques. La scène la surprend, et Cédric lui explique que tous les esclaves qu'il vend reçoivent une éducation de base. Certains suivent également une formation aux arts martiaux, à la cuisine ou à toute autre discipline correspondant à leurs aptitudes. Ellie est impressionnée par la différence entre cet établissement et ceux des autres marchands d'esclaves. Cédric explique qu'il sait parfaitement que la plupart de ses concurrents réduisent leurs dépenses au minimum afin de maximiser leurs profits. Pour sa part, il privilégie la qualité et veille à fournir à ses esclaves tout ce dont ils ont besoin pour développer pleinement leurs compétences. Cela signifie naturellement que ces esclaves sont plus coûteux que ceux vendus dans les autres marchés, mais Ellie estime que cette différence de prix est largement justifiée. Peu après, ils rencontrent enfin Misha. Cédric les prévient qu'il s'agit de sa première rencontre avec des clients, si bien qu'elle est probablement un peu nerveuse. Il ajoute que les Cax sont naturellement dotés d'excellentes capacités physiques. Misha pourra donc sans difficulté accompagner Ellie dans ses nombreux déplacements.
même si elle ne fera sans doute pas un garde du corps exceptionnel. Misha plaît immédiatement à Ellie, qui déclare vouloir conclure le contrat avec elle. Cédric se réjouit de cette décision. Pour finaliser la transaction, Ellie pose sa main sur le sceau d'esclave pendant que Cédric lance le sort, transférant officiellement la propriété de Misha à Ellie. Une fois le rituel terminé, Cédric demande à Misha de servir fidèlement sa nouvelle maîtresse. Misha promet de faire de son mieux. Elle remercie ensuite chaleureusement Cédric pour tout ce qu'il a fait pour elle. Cédric lui souhaite alors bonne chance pour la suite. Le lendemain, Misha commence officiellement à travailler pour Ellie. L'une de ses premières responsabilités consiste à gérer l'emploi du temps de sa maîtresse. Elle l'informe donc que, dans la matinée, elle devra inspecter l'avancement des travaux de rénovation du nouveau bâtiment, et que, dans l'après-midi, 2 réunions ainsi qu'une négociation commerciale l'attendent. Ellie remercie Misha pour son travail, mais lui fait remarquer qu'à l'avenir, il serait préférable qu'elle précise également avec qui auront lieu les réunions et les négociations. Misha s'excuse de son oubli. Ellie lui répond que ce n'est pas grave, puisqu'elle est encore en train d'apprendre son métier. Pour le moment, la priorité d'Ellie est de finaliser le lancement de son tout dernier produit, destiné au marché de la capitale, son brillant à lèvres. Elle doit d'ailleurs rencontrer la baronne Mélanie plus tard dans la journée. Lors de la réception, Ellie s'approche de Mélanie. Celle-ci est si heureuse de la revoir qu'elle attire immédiatement l'attention de toutes les dames de la noblesse présentes et leur annonce qu'Ellie est la propriétaire de la société commerciale qui lui fournit tous ses produits de maquillage. Les nobles sont aussitôt enthousiastes en entendant cela, car elles ont elles-mêmes constaté l'efficacité de ces cosmétiques. Elles commencent alors à demander à Ellie comment elles peuvent en s'en procurer. Ellie leur explique qu'elle prévoit d'ouvrir très prochainement une boutique dans la capitale. Cependant, l'accès sera réservé aux membres dans un premier temps, car sa capacité de production est limitée. Elle ajoute toutefois que, puisque c'est Mélanie qui les lui a présentés, elle veillera personnellement à ce qu'elles bénéficient toutes d'une adhésion prioritaire. Cette annonce enthousiasme encore davantage les nobles, ce qui est exactement l'effet recherché par Ellie. En réalité, elle est parfaitement capable de produire autant de cosmétiques qu'elle le souhaite. Mais en laissant croire que les quantités sont limitées, l'adhésion à sa boutique devient un véritable symbole de prestige, ce qui augmente encore davantage la valeur de ses produits aux yeux de la noblesse. De plus, en accordant cette priorité aux personnes présentées par Mélanie, celle-ci se retrouve redevable envers la baronne, ce qui ne peut que lui faire plaisir. La relation entre Ellie et Mélanie est donc appelée à se renforcer considérablement. Profitant de cet élan favorable, Ellie offre ensuite à Mélanie le nouveau brillant à lèvres qu'elle vient de créer. Mélanie adore immédiatement sa couleur. Toutes les autres nobles en veulent alors un également. Ellie leur explique que, si elles le souhaitent, elles pourront acheter un coffret dans sa boutique dès son ouverture officielle. Grâce à cela, Ellie est désormais certaine d'avoir une foule de clientes qui attendront avec impatience l'inauguration de son magasin. Après la fin de la réception, Ellie et Mireille rentrent chez elles à pied lorsqu'elles entendent de l'agitation provenant d'une ruelle. En temps normal, elles n'y auraient prêté aucune attention, mais elles reconnaissent soudain une voix qui ressemble énormément à celle de Tida. En s'approchant, elles découvrent que Tida est encerclée par un groupe d'hommes qui l'accusent d'hommes de les avoir escroqués au jeu et exigent qu'elles leur rendent leur argent. Tida leur répond qu'ils n'ont aucune preuve de leurs accusations et qu'elle ne leur rendra donc pas le moindre sou. Les hommes passent alors à l'attaque. Tida parvient à se défendre seule contre eux, tandis que le dernier agresseur est neutralisé par une balle de glace lancée par Ellie. Soulagée de constater que Tida n'est pas blessée, Ellie lui demande pourquoi ces hommes s'en prenaient à elle. Tida laisse alors échapper, sans le vouloir, qu'elle les avait effectivement trompés. Ellie lui demande si elle pense vraiment qu'il était raisonnable d'aller jouer de l'argent, alors qu'elle avait promis de se montrer prudente. Avant qu'Ellie n'ait le temps de la réprimander davantage, Tida invente rapidement une excuse et prend la fuite. Pendant ce temps, de retour au royaume, le père d'Ellie convoque Rosaria à une réunion. Les affaires intérieures du royaume sont dans un état de chaos total, en raison de l'absence de politique efficacement mise en œuvre. Rosaria n'est guère surprise par cette situation, puisqu'ils ont récemment perdu Elisabeth, qui s'occupait précisément de ces questions. Le père d'Ellie sait parfaitement que le prince est un incapable, et que lui confier cette responsabilité ne ferait qu'aggraver la situation. Quant à lui, il est déjà entièrement accaparé par les affaires étrangères et n'a pas le temps de gérer les affaires intérieures. C'est pourquoi il souhaite confier cette mission à Rosaria. Rosaria lui demande s'il essaie de faire d'elle la nouvelle Elisabeth. C'est effectivement son intention. N'ayant guère le choix si elle veut éviter d'être elle aussi considérée comme une traîtresse, Rosaria accepte cette nouvelle responsabilité. Pendant ce temps, dans l'Empire,
Élie prend un café avec Lucas. Celui-ci lui apprend qu'il a récemment été convoqué en audience par l'empereur. Bien qu'il lui ait déjà signalé la présence d'Élisabeth auparavant, l'empereur souhaitait entendre personnellement son rapport. Élie lui demande alors ce que l'empereur a dit à son sujet. Lucas explique que, pour le moment, l'empereur lui a simplement ordonné de continuer à la surveiller. Jusqu'à présent, toutes les activités d'Élie ont été bénéfiques à l'Empire, mais l'empereur ne lui accorde pas encore une confiance totale. Élie est soulagée d'entendre cela, car elle ne saurait pas comment réagir si l'empereur décidait d'intervenir dans ses affaires. Maintenant que cet obstacle semble écarté, elle promet à Lucas de lui offrir une place